Bonjour. Pour comprendre la centralisation de la société française, il faut revenir en arrière et faire un petit peu d'histoire et comprendre qu'il y a eu une grande partie d'échecs en 6 coups entre d'un côté le roi et de l'autre le pape, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Alors, la première étape, c'est la conquête du pouvoir par Pépin le Bref. La conquête du pouvoir, c'est pour lui aller en Lombardie, chasser les Lombards du nord de l'Italie pour donner le territoire conquis au pape. Et là naissent les États pontificaux. Et en échange de quoi il obtient de la part du pape de pouvoir être sacré et de cette façon de pouvoir asseoir son autorité morale sur l'ensemble de la noblesse, de tous les prétendants au trône. Deuxième coup dans cette partie d'échecs, c'est Louis IX. Louis IX qui va chercher à contrer les barons qui ont voulu prendre le pouvoir à sa mère, Blanche de Castille, qui était régente. Son père, Louis VIII, meurt jeune. Blanche de Castille est une femme, pour la première fois régente. En plus, elle est espagnole, Castille. Et donc, les nobles veulent lui prendre le pouvoir. Ils vont jusqu'à tenter d'enlever l'héritier du trône. Pour se maintenir au pouvoir et affermir son pouvoir, il va s'allier avec le clergé et construire, organiser 2 croisades successives. Pour s'allier la société dans son ensemble, il va construire un livre de justice qui va organiser des lois de façon à réguler les violences des barons qui rendaient la justice de façon plus ou moins aléatoire dans leur propre territoire. Et là, on a affaire à un roi justicier qui va s'emparer du siège du juste. Troisième coup dans cette grande partie d'échecs historiques, joué par Philippe IV, qui a besoin d'argent pour renflouer le trésor ruiné par son grand-père. Il lève la taxe sur les dons et legs faits aux abbayes. Et le pape, évidemment, n'est pas d'accord. Le pape va, pour essayer de l'amadouer, canoniser son grand-père. Donc là, c'est un point de plus marqué par Philippe IV. Mais ça ne marche pas pour le pape. Philippe IV continue à vouloir lever l'impôt. Les évêques s'organisent pour fronder contre le pouvoir royal. Et là, Philippe IV va mettre le chef des évêques français, Bernard Cessé, en prison. Pour aller encore plus loin et encercler le pape et le clergé, il crée les États généraux. Les États généraux dans lesquels il invente la noblesse, construit son assemblée, le clergé, 2e assemblée, mais il invente la 3e assemblée, c'est celle du tiers-état qui jusqu'à présent n'existait pas, n'avait aucun pouvoir dans l'ordre politique. Et ce tiers-état va tout lui devoir, évidemment, va voter dans sa direction. Va voter quoi? Va aller dans le sens de la préemption du trésor des Templiers en faisant ce procès gigantesque à l'ordre du Temple de façon à effacer la dette du trésor royal, mais aussi finalement la dette de tous ceux qui avaient emprunté à cette énorme banque qu'étaient les Templiers. Et là, le roi est tellement puissant en son domaine avec le tiers-état qui est d'accord avec lui, avec la noblesse, et une partie du clergé qui était bien contente de voir que cet ordre un peu dissident et autonome qui ne lui répondait pas puisqu'il répondait directement au pape, l'ensemble de la société française dans son énorme majorité est en faveur du roi. Il est tellement fort qu'il est même capable d'entraîner le déplacement du Saint-Siège à Avignon. 4e coup dans cette partie d'échecs, Charles VII. Charles VII annule les anates, il supprime cet impôt que pouvait lever le clergé, ça contente tout le monde, la société civile et la noblesse, mais dans le cadre de la pragmatique sanction de Bourges, il va permettre au clergé de construire des élections pour désigner lui-même les chefs des chapitres dans les abbayes et les évêques qui vont pouvoir être élus alors que jusqu'à présent ils étaient désignés par le pape. En échange, cependant, Charles VII parvient à obtenir que ce soit lui qui désigne non pas les personnes qui vont occuper les sièges, mais les personnes qui sont candidates. Donc en fait, il devient quasiment maître de cette désignation en accord avec le clergé et contre le pape. Et par ailleurs, pour asseoir sa dimension de justicier
dans l'ensemble de la société, il va construire les coutumes, rédiger les coutumes, c'est-à-dire le droit coutumier, territoire par territoire, pour faire en sorte que l'ensemble des habitants du territoire français puissent asseoir leurs échanges, leur vie sur ce droit, de façon à ne plus dépendre de la noblesse. Donc là, Charles VII parvient à asseoir son pouvoir non seulement vis-à-vis du clergé, mais aussi vis-à-vis de la noblesse, et il devient le roi fontaine de justice. Cinquième coup de la grande partie historique, joué par François Ier, construit le Concordat de Bologne. Le Concordat de Bologne, ça lui permet de faire en sorte que les candidats qui étaient désignés depuis Charles VII, depuis la pragmatique sanction de Bourges, par le roi, et bien maintenant, comme on constate que finalement, après chaque élection, ce sont toujours les candidats du roi qui sont choisis, il dit autant finalement que mes candidats soient dénominés. Alors, on propose au pape de valider les bonnes mœurs de ses candidats. Une fois que le pape a validé, alors le candidat, pour obtenir la confirmation, vient prêter serment de fidélité au roi. Et alors là, ça veut dire que toutes les familles qui souhaitent qu'un de leurs membres obtienne une charge ecclésiastique, eh bien, toutes celles-ci sont obligées d'entrer dans le parti du roi, ne peuvent plus contester le roi, sinon n'ont plus aucun accès à la carrière ecclésiastique. Pour aller encore plus loin, le roi obtient du clergé l'extension du droit de régal, c'est-à-dire quand un évêché est vacant, parce que l'évêque vient de mourir, eh bien, l'ensemble des taxes lui reviennent directement via la Sainte-Chapelle, mais ne restent plus dans l'Église. Donc il s'enrichit encore plus. Le sixième coup est joué par Louis XIV. Louis XIV qui construit avec le clergé la loi des 4 articles. Le clergé y gagne la constitution d'une assemblée des évêques qui vient contrôler l'infaillibilité du pape et qui de fait n'est plus infaillible. En échange de quoi, cette assemblée des évêques et l'ensemble du clergé français ne peut plus décider d'appeler la population à la désobéissance. Donc finalement, le roi est au-dessus de tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il construit un grand théâtre à Versailles dans lequel on organise le lever, le coucher, le manger, le dîner, etc. On construit une étiquette, tout le monde entre dans des grands jeux de rôle, la noblesse est asservie, et quant aux tiers états, eh bien, les cours qui étaient souveraines et qui pouvaient prendre des décisions jusqu'à présent ne peuvent plus vraiment en prendre. De souveraines, elles deviennent supérieures, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité de dire des remontrances, mais pas de prendre des décisions. Leurs décisions n'en sont plus. Et donc, finalement, le roi là, a finalisé. C'est l'échec est mat, la noblesse est mat, le clergé est mat, et le tiers-état est mat, et ça s'est joué en 6 coups. Et depuis lors, nous sommes dans une société dans laquelle le chef d'État français est omniscient, omnipotent, omniprésent. Comme il a tous les leviers, il est dans le cockpit avec toutes les manettes, eh bien tout le monde sait qu'il a toutes les manettes, et que si on veut faire quoi que ce soit en France, on doit s'en remettre au chef d'État, et on attend qu'il vienne prendre des décisions qui satisfassent nos intérêts particuliers. C'est pour ça que Louis XIV est capable de dire « l'État, c'est moi ». Quand il dit ça, ça signifie en fait « l'intérêt général, c'est moi ». Et ce qu'il nous faut faire, c'est maintenant sortir de cette logique pour construire l'intérêt général avec les citoyens, bien sûr avec le chef de l'État, mais pas en dépendant de lui, en co-construisant cette recherche permanente, collective, avec tout le monde, toutes les composantes de la société.